Bonjour, bonjour et bienvenue tout le monde à ce live ActinVision avec Rexel et en partenariat avec Actinway sur comment innover pour stimuler l'engagement utilisateur. Merci d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Martin Ly pour ActinVision. C'est à moi que revient le plaisir de vous accompagner durant cette heure d'avant-déjeuner pour notre live. Alors, je vais commencer par accueillir le panel du jour en commençant tout d'abord par Sébastien Préau qui est responsable domaine Business Intelligence chez Rexel France. Bonjour et bienvenue Sébastien. Bonjour. Ensuite, représentant Actinway en tant que consultant formateur senior, Christophe Renard, bienvenue. Bonjour Martin, bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Merci messieurs, on reviendra vers vous dans un petit instant. Je vais d'abord parler de ce qu'on a prévu et préparé pour vous aujourd'hui, plein de belles choses. Donc d'abord une petite introduction et explication du contexte à la fois pour l'équipe Business Intelligence et en ce qui concerne l'environnement technique de Rexel. Nous discuterons ensuite des différentes populations d'utilisateurs et de publics visés au sein de l'organisation et comment le dispositif d'Actinway est fait pour y répondre. Un petit focus ensuite sur une de ces populations, je ne vais pas dire qui pour le moment, on va dévoiler ça tout à l'heure, ainsi que la communauté qui l'anime. Nous évoquerons ensuite les challenges et les risques inhérents à ce type de démarche et les stratégies déployées par Sébastien et son équipe pour les surmonter. Tout ça avant de conclure sur l'état du dispositif à ce jour et de se projeter un peu à l'avenir. Tout cela donc en une petite heure d'avant-déjeuner pour vous donner appétit. Maintenant, petit rappel quand même des règles et du mode de fonctionnement pour un live LinkedIn. Donc ce format est un format de présentation. Vous ne pouvez pas interagir à l'audio avec nous, mais vous pouvez le faire avec les commentaires. C'est même encouragé. Donc, si vous avez une fenêtre plein écran, ce sera sur votre droite. Si c'est une plus petite fenêtre, ce sera en dessous. Vous pouvez commenter, nous écrire vos remarques et surtout vos questions. Si la question se rapporte au thème qui est abordé, eh bien, on va essayer de la traiter en direct. Si ce n'est pas le cas, on aura une petite période prévue tout à la fin de la présentation pour répondre à toutes les autres questions. Donc vraiment, si vous en avez, c'est le moment de les poser à la fois pour Rexel et pour Actinway. On est là pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bon, sans plus attendre, on va démarrer. On va commencer avec toi, Sébastien, si tu le veux bien, et par une question toute simple. Que fait un responsable de domaine Business Intelligence chez Rexel? Responsable de domaine BI, responsable de l'ensemble des solutions BI de l'entreprise qui tournent essentiellement autour de, chez nous, de SQL Server pour la partie DataWare et de Qlik pour la partie data préparation, data valorisation et data visualisation. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Rexel, la société, ses activités, etc., peut-être consacrons une petite minute ou deux sur décrire l'activité. Alors, Rexel, c'est un leader mondial de distribution de solutions et de matériel aux professionnels du bâtiment, plutôt côté énergie et électricité. Et Rexel France, donc, est la filiale française. Rexel est un groupe français mais qui est présent dans plusieurs pays. Et donc, moi, je travaille au sein de Rexel France, donc en France. Donc, on a à peu près 500 magasins, 5000 collaborateurs, plusieurs centres, une dizaine de centres logistiques et un site web assez important, qui est un des premiers sites de B2B en France. Voilà. Ok, très bien, merci. Et avant de parler du projet et des solutions technologiques et tout cela, petit mot sur l'organisation de l'équipe Business Intelligence en tant que telle. Alors, on est organisé, en fait, on a deux outils principaux. Donc, on a la partie Data Warehouse qui est gérée par un prestataire. Donc, on a sous-traité l'ensemble des développements sur la partie Data Warehouse à un prestataire qu'on pilote de façon assez proche. Par contre, sur la partie Qlik, on a souhaité internaliser les développements. Donc, sur la partie simplement data préparation, c'est l'équipe BI qui s'en occupe, avec un chef de projet et 3 prestataires, mais qui sont en régie. Et la réalisation des applications, donc la partie visualisation des données, elle est réalisée directement par les personnes qui font partie des métiers. Ici, le commerce, la supply chain, etc. Ce sont eux qui font les applications. D'accord. Bon, on y viendra justement un petit peu plus tard dans l'événement. Parlons maintenant de Qlik, justement. Et question aussi d'introduction sur ces thématiques. Comment est-ce qu'elle s'est imposée au final comme la solution de référence pour toi et pour l'équipe Rexel?
Alors, ClickSense a été choisi par Axel en 2016. À l'époque, il s'agissait essentiellement de remplacer BO, qui était une solution vieillissante et assez limitée. Ça s'est imposé en plusieurs temps, puisqu'il y a encore marginalement une cohabitation avec Power BI et avec d'autres solutions du style Cognos. On a même eu du ClickView. À un moment, on avait beaucoup de choses. Et ça s'est imposé progressivement par sa souplesse, à la fois dans l'intégration de nouvelles données, par ses qualités visuelles, ses qualités, je dirais, de plateforme assez intégrale qui permet à la fois d'intégrer de la donnée de façon très réactive et puis de donner la main vraiment aux utilisateurs métiers sur la partie data visualisation. Voilà, donc aujourd'hui, on a 1200 utilisateurs et on est en train d'ouvrir à une nouvelle population. Donc, on sera à la fin du semestre à 2500 utilisateurs, ce qui correspond à peu près à un employé sur deux dans l'entreprise. D'accord, c'est un sacré bond en avant. Et même à l'époque, lorsque la solution a été retenue et qu'on déploie à la première centaine, les 2 premières centaines d'utilisateurs, il y avait une démarche de montée en compétences prévue pour les collaborateurs? Alors, quand l'outil a été choisi, quand ClickSense a été choisi, il y a eu effectivement tout un run de formation des utilisateurs qui a été réalisé avec l'éditeur, qui n'a pas été un grand succès pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens ont été formés longtemps avant que l'outil leur soit mis à disposition, donc ce qui n'est jamais une très bonne idée, évidemment, puisque tout ce qu'ils ont appris, ils n'ont pas pu le mettre en œuvre. Bien sûr. Le deuxième problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ClickSense est un outil qui permet à la fois de faire de la data préparation et de la data visualisation, et les formations couvraient l'ensemble du périmètre, alors qu'en fait, concrètement, les utilisateurs métiers attendaient essentiellement de la data visualisation. Ils ont été un petit peu déconcertés par la formation, qui leur avait un petit peu fait peur. Donc le premier round de formation n'avait pas été un franc succès parce qu'il n'avait pas été dimensionné correctement, je pense, à l'époque. Bon, après, c'est des choses qui arrivent. Oui. Et après, quand on a déployé véritablement l'outil, on a essayé de compenser un petit peu ça, mais ça a été un petit peu compliqué. Et pendant longtemps, la formation a été effectivement sur le tas. Voilà. Ok. Bon, on viendra sur les solutions qu'on a apportées à cette problématique dans un petit instant. Christophe nous attend sagement de son côté là-bas. J'espère que tu es en forme maintenant, Christophe, parce que je vais revenir vers toi. Donc là, on vient d'évoquer le monde 2015-2017 à l'époque, donc pour Sébastien et pour Excel. On va avancer un petit peu dans le temps et on va atterrir en 2020. Une année assez particulière, chamboulement, pandémie, plein de choses. Toi, Christophe, tu décides de chambouler un petit peu plus les choses en ce qui te concerne et tu vas te lancer dans l'aventure Actinway. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour toi? Exactement, je me suis dit que la pandémie suffisait pas, donc j'ai voulu rajouter encore un cran supplémentaire de mon côté. J'ai décidé effectivement de changer de société. J'ai eu en fait l'opportunité, plus exactement, de participer à la création et au développement d'Actinway, qui avait tout simplement un dispositif, plus exactement une vision en fait de la formation qui accrochait beaucoup plus à mes envies. Alors j'avais aussi besoin de renouveler un peu mon travail au quotidien, et donc j'ai choisi de rejoindre Actinway, de pouvoir justement participer encore une fois au développement de cette société et tout simplement de pouvoir un peu révolutionner ma manière de travailler pour entrer dans un monde dans la formation, mais plus simplement avec cadré, je donne des formations classiques, on s'inscrit et on fait des parcours de formation, mais de pouvoir justement avoir une vraie interaction avec les différents clients et de pouvoir permettre à nos clients justement de choisir en fait le type de formation qu'ils vont pouvoir choisir via en fait des offres modulaires. On en reparlera un petit peu plus tard, j'imagine. C'est vraiment moi ce qui m'a attiré le plus, et d'avoir un peu la main justement sur ma formation et pas trop de subir en fait mes contenus. Ok. Alors, justement, parlons de ce que cette offre modulaire et cette approche un peu innovante d'Actinway peut porter dans un cas concret. Et Sébastien, je vais revenir vers toi. Moins d'un an plus tard, si je m'abuse, et tu me corriges si je me trompe, tu vas lancer une nouvelle démarche par rapport à la montée en compétences sur l'outil Click
chez Rexel. C'est bien ça, hein? Oui, alors en fait, c'est plus à l'époque j'ai été contacté justement par Akilis et Hervé Roy, qui était l'ancien responsable de la formation chez Click, donc avec qui on avait travaillé. Donc j'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé à vraiment déployer Click, on a essayé de tenter de construire quelque chose avec Hervé et avec Christophe, des formations plus adaptées et plus ciblées sur nos données. Ça a été un succès mitigé, plus pour des questions de bande passante de l'autre côté, pour vraiment finaliser cette capacité à faire quelque chose de personnel. Mais on avait travaillé à cette époque-là. Et en 2021, Hervé me recontacte, m'explique qu'il a rejoint effectivement Akilways et qu'il est en train de mettre en place des solutions de formation modulaire. Et concrètement, on était à un niveau où ça correspondait à un vrai besoin. Voilà. Mhm. Donc, peut-être, je ne serais pas retourné peut-être chez Click pour de la formation, mais là, voilà, il y avait un vrai alignement des planètes, il y avait une demande et il y avait un besoin. Et justement, cet alignement de planètes, Christophe, cela a eu quoi comme signification pour toi par rapport à Actinway, par rapport à l'offre que vous aviez montée avec Hervé? Comment ça allait s'adapter à ce contexte? Bah, déjà, un peu comme le disait Sébastien, la première vague de formation qu'on avait mise en place à l'époque de Click n'avait pas vraiment abouti, n'avait pas vraiment apporté vraiment la satisfaction que nous on espérait donner justement à Rexel et à Sébastien. Et justement, en 2021, quand on commence à rediscuter, j'ai déjà la totale liberté sur la création de mes modules de formation. Donc, je peux réellement maintenant enlever, remettre et adapter justement aux besoins et avec toute l'expérience que j'avais eue dans les formations Click. Et j'ai pu justement répondre à Sébastien en disant, mais je connais le contexte, j'ai déjà travaillé avec toi, je sais un peu plus maintenant précisément le besoin que tu as par rapport à tes utilisateurs en fonction de leur niveau. Et on a pu justement se dire, bah, regarde, on est en train de construire des parcours de formation qui sont découpés en modules et je vais te donner justement cette souplesse de choisir dans les parcours l'ensemble des modules dont tu as besoin. Et donc, du coup, les utilisateurs n'ont plus cette contrainte de devoir libérer, d'avoir une bande passante énorme pour libérer 1, 2, 3 journées consécutives pour faire de la formation, mais à l'inverse, vont pouvoir se dire, tiens, je vais faire une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, et je vais pouvoir aller m'accrocher justement sur uniquement les thématiques, que ce soit pour du rappel, hein, bien sûr, pour reprendre des notions qu'ils ont potentiellement déjà vues, ou pour que ce soit pour apprendre en fait directement, mais une notion parmi justement un parcours entier de formation. Sans oublier que c'était encore une période où beaucoup, si ce n'était tout le monde, travaillait à distance. Et de toute manière, pour le cadre Excel, il y a beaucoup de décentralisation. Comment justement vous avez réconcilié l'offre avec cette contrainte particulière de période et aussi systématique pour Excel? En fait, à la création de l'offre, on s'est directement dit avec Hervé que notre but final serait pouvoir d'avoir des modules qui seraient à la fois adaptés en présentiel et en distanciel. Donc en fait, la construction du module était déjà faite pour répondre justement aux besoins présentiels, mais aussi aux besoins distanciels. Donc, Et résultat, oui, vas-y, pardon. juste pour compléter, effectivement, nous, le fait que ce soit distanciel, même s'il n'y avait pas eu le contexte du Covid, c'était quelque chose qui nous intéressait parce que, comme tu disais, Martin, on est assez décentralisé. Et donc, on a beaucoup on a beaucoup de gens qui sont dans des régions. Donc, je pense que aujourd'hui, on parle beaucoup de formation à distance, mais il y avait déjà ce besoin, en fait, Ce sans problème. qui offre encore plus de souplesse, justement. Donc ça permettait de dire aux utilisateurs, vous avez besoin de présentiel, il n'y a pas d'adaptation à faire, il n'y a pas de problème, on peut venir. Vous avez besoin du distanciel, bah, même discours. Tout est déjà prévu pour. Vous pouvez suivre du coup la formation depuis l'emplacement que vous souhaitez. Et nous, on a déjà tout prévu pour vous accompagner à distance et justement prendre les modules que vous souhaitez. Et concrètement, du coup, quel était le dispositif que vous avez fini par déployer? Vous avez évoqué, mais en passant autour et rapidement. Concrètement, du coup, combien de personnes, combien de modules, quelle durée? Alors, de notre côté, nous, on propose des modules pour 8-10 personnes maximum. Ces modules durent 1h45, 2 heures, avec une partie théorie, une partie pratique, une partie évaluation, représentée par un petit quiz. Et en fait, justement, les gens vont pouvoir choisir les modules qui décident de faire, les assembler ensemble. Alors,
on demande quand même de choisir un minimum de lots de 2 modules pour pouvoir, s'arranger sur une demi-journée du coup. Du coup, une demi-journée, 2 modules à minimum et de pouvoir justement après, choisir l'ensemble des éléments qu'ils veulent apprendre, l'ensemble des compétences qu'ils veulent acquérir et après voilà, nous on intervient pour ces modules de 2 heures et on va comme ça accompagner les participants, jusqu'au bout du parcours qu'ils auront désiré. Tu as mentionné 8 à 10 utilisateurs ou 10 stagiaires à former par Mmh. module. Est-ce que justement le fait de partir en mode modulaire, hybride, à distance ou sur place, ça a un impact sur la qualité de la formation en fonction du nombre de participants? Alors oui et non forcément, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on essaye de restreindre à 8 personnes. On s'est rendu compte que c'était le chiffre, maximum pour que ce soit optimisé et donc optimal pour les participants qui vont passer, cette formation. Mais après, il n'y a pas que ça évidemment qui va impacter. Il va y avoir aussi tout l'ensemble des profils des utilisateurs. Plus le niveau va être hétérogène, entre eux, je veux dire et plus évidemment la formation va être impactée. Mais ça, c'est très classique dans toutes les formations, bien évidemment. Tout à fait. Ok, Sébastien, je vais revenir vers toi du coup, parlant de ces utilisateurs, de ces stagiaires. Quel était le profil visé par le système et le dispositif que vous avez mis en place chez Rexel avec ActinWay? Alors, en fait, je le disais tout à l'heure, on a 2400 utilisateurs. La question, ce n'est pas de former les 2400 utilisateurs. La plupart de nos utilisateurs de Click aujourd'hui sont des utilisateurs des opérationnels, des responsables d'agence, des animateurs commerciaux, etc., ou des managers. Ces gens-là, en fait, utilisent Click sans pouvoir créer de visualisation. Ils naviguent, en fait, sur des applications Click. Donc, ces gens-là, il s'agissait pas, c'est pas eux le cœur de cible. Donc, notre cœur de cible, c'était entre 100 et 200 personnes qui sont des gens qui soit vont construire des applications pour les utilisateurs finaux. Donc, on a une personne qui construit les applications pour le commerce, une personne qui crée les applications pour le pricing, etc. Donc, ces gens-là étaient notre cœur de cible. Et puis, des gens qui, sans forcément créer des applications, ont besoin de faire des études ponctuelles et donc de connaître un peu le langage, le fonctionnement de Click et les bonnes pratiques de Click. Donc, ça va plutôt être des fonctions support. Ce sont des gens qui sont dans les fonctions support, contrôle de gestion, des chargés d'études, voilà. Et des gens également à la DSI. Voilà, donc tous gens qui vont être potentiellement intéressés à créer des rapports, mais pour des besoins ad hoc. D'accord, donc on reste. Ça Pardon, faisait vas-y. 100, 200 personnes, quoi, potentiellement dans le visé. Donc 100-200 personnes, côté métier, avec de la création visuelle, visualisation, tableau de bord, etc. Pas cette notion du coup back-end ici. Alors, ça a été, nous, aujourd'hui, notre stratégie, c'est de dire que toute la partie préparation de données, sourcing de données, est au niveau de l'équipe IT. Donc, D'accord. c'est vrai que tout à l'heure, je ne crois pas que Christophe l'a dit, mais en fait, il y a deux cursus qui étaient proposés. Il y a un cursus designer qui est plutôt orienté effectivement data visualisation, et c'est celui qu'on a ciblé en premier parce qu'il correspondait vraiment à ce que nous, on souhaite faire par nos ambassadeurs. Donc, il y a 8 Oui, c'est clairement modules. celui qu'on délivre le plus, hein. Voilà. Donc, ça, on a formé énormément de personnes là-dessus. Je pense, j'ai plus les chiffres, on a une soixantaine de personnes, je crois, D'accord. Même un peu plus, ouais. sur le. Voilà. Et du coup, c'était vraiment la première offre qu'on a mis en avant. Après, c'est vrai que la partie développeur qui permet notamment de faire du scripting, théoriquement, est hors sujet pour la plupart de nos utilisateurs, sauf une toute petite frange qui peut l'utiliser, qui peut être intéressée. Mais à un moment, on a quand même souhaité l'ouvrir parce que ça leur permettait aussi de voir un petit peu, de soulever le capot et éventuellement, à terme peut-être, de les intégrer pour qu'ils soient contributeurs des données, qui est une des trajectoires qu'on est en train de regarder. On D'accord. peut même aller un peu plus loin parce qu'on s'est rendu compte aussi, tout simplement, que même si ces personnes n'avaient pas forcément, enfin, évidemment pas toute la population, mais un certain nombre de personnes n'auraient pas eu l'envie ou même le travail d'aller dans la préparation de données, on s'est rendu compte aussi avec Sébastien que les faire comprendre comment fonctionne justement l'outil, comment fonctionne la mécanique de l'outil, comme disait Sébastien, le fait de pouvoir ouvrir un peu le capot, ça leur permettait aussi à eux de pouvoir mieux formuler leurs demandes, mieux comprendre
quand j'ai tel ou tel besoin de données, quand j'ai tel ou tel besoin de visualisation finale ou un besoin de données à transmettre à certains métiers, au moins je peux mieux adapter la demande que je vais en faire à mes développeurs, à mes responsables BI, qui eux, du coup, maintenant je comprends mieux comment est-ce qu'ils travaillent dans Click, bah, et voilà, ils auront une meilleure, on va dire, coordination sur les demandes, même si à la fin, c'est pas eux qui allaient le faire, quoi. Tout à fait. Euh, Sébastien, tu disais, tu as énoncé quelques métiers qui étaient concernés par ça. C'est restreint à ces métiers-là, du coup, cette démarche et Non, ce non. déploiement de la solution? D'accord. Nous, aujourd'hui, Click adresse tous les métiers de Ok. l'entreprise. Donc, la formation était ouverte à tous les métiers, tout ce qu'on appelle les ambassadeurs, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, bon, après, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de métiers qui ont été plus appétants. Le métier qui a été le plus formé, clairement, chez nous, c'est le pricing, qui est vraiment le cœur du business, hein. On fait du B2B, donc le pricing, c'est quand même la partie très, très compliquée. Mais globalement, on a eu des gens commerce, de gens, mais c'est pas forcément la direction qui a été la plus appétante parce que c'est justement au commerce qu'on a le plus d'opérationnel finalement. Donc on a voilà, mais aux achats, à la supply chain, au référentiel données, à la DSI, digital, voilà, on a marketing, voilà. On a vraiment formé à peu près toutes les directions, finance, contrôle, compte à fournisseur, compte à client, voilà, pour donner un panel assez large de ce que l'on fait, ce que l'on traite avec Click et donc des populations qui sont potentiellement intéressées. Aujourd'hui, il n'y a guère que la RH qui utilise pas Click chez nous. Ça Ce fait... qui a été, oui, pardon, Martin, mais ce qui a été assez intéressant aussi de mon côté, parce que même si on était très focus sur une société, bien que nos formations étaient inter-entreprises, j'entends, ce qui veut dire qu'on a eu de temps en temps d'autres sociétés qui se sont greffées aussi à la formation, mais ça a été extrêmement intéressant d'avoir justement une population qui parle le même métier, le même langage, pardon, qui parle le même langage, mais qui ne parle pas le même métier. Et donc, même au sein d'une société ou de plusieurs sociétés qui ont compris un peu les besoins de leurs collègues, les besoins un peu de gens qui sont assez hétéroclites et de pouvoir justement, voilà, tout simplement rassembler toutes les connaissances d'un outil vers justement une connaissance un peu globale. Et ça, c'était assez intéressant de mon côté aussi, de trouver évidemment la bonne communication pour que tout ce métier s'y retrouve et ne se sente pas un peu perdu. Dans tous ces métiers, donc il y a une hétérogénéité forte, bon, très bien, donc ça on arrive à y répondre, mais qui va décider du coup de qui accède aux formations organisées dans le dispositif? C'est le métier lui-même qui se manifeste et dit voilà, j'ai envie de faire une formation ou non? Oui, en fait, nous, on n'a pas mis de limite. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, voilà, nous, on a pris en fait sur le budget de la DSI, pour que ce soit plus simple. Et du coup, en fait, les gens disent, voilà, moi, je suis intéressé par la formation et tu as la liste, tu as le calendrier, tu t'inscris. Il n'y a personne à qui on a dit, on pense que c'est pas forcément une bonne idée. On leur a dit, fais plutôt d'abord designer, puis après développeur. On a plutôt été dans ce sens-là. Mais non, on n'a jamais eu de personne. On s'est dit non, c'est pas pertinent. Voilà, on a un réseau, de personnes à qui nous on communique. On communique pas à l'ensemble des utilisateurs. On communique à une personne dans chaque direction, et c'est cette personne-là qui derrière diffuse l'information globalement. Mais nous, on prenait toutes les inscriptions qui venaient. Il n'y avait pas de problème. On vérifiait juste que la personne avait une licence Click. C'est pertinent. Voilà. Mais non obligatoire pour nos formations. Hein. Je précise oui, tout voilà. de même. Il fallait quand même qu'on active une licence au moins sur l'environnement de formation. Mais voilà, c'était la condition. Une licence Click et une licence Click designer. Je ne sais jamais si c'est développeur, designer, professional. Voilà. Donc, celle qui permet de créer des visualisations, parce que si c'est juste une analyzer, c'est pas la peine. Naviguer, ça va bien se passer en fait. Voilà, mais ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, voilà. de former des gens avec la possibilité d'exploiter derrière pour pas que ça tombe à l'eau, ce qui était le cas qui était arrivé précédemment lors de la première itération. Oui, après, je paraître un peu critique sur la première phase de formation, mais je pense que c'est toujours un petit peu compliqué en fait au départ parce qu'on découvre un outil, on ne sait pas trop comment on va le positionner. Finalement, je pense qu'il aurait été difficile de faire mieux. Très honnêtement, c'est très compliqué dans ces contextes de lancement d'outils. Alors qu'aujourd'hui, ça répond à un besoin. Alors, on a eu un énorme volume de formation en 2021, évidemment, parce qu'il y avait toute une backlog de gens à reformer, avec
des grosses hétérogénéités, je pense qu'on pourrait y revenir. C'est sûr que ça, maintenant, ça va un petit peu se calmer, ça va être plutôt les nouveaux entrants qui vont être formés. Mais il y avait une vraie appétence. Ouais, il y avait une vraie appétence, même pour des gens qui sont très bons, hein, enfin, qui ont appris sur le tas, mais qui ont un très bon niveau. Oui. Et ce qui est d'ailleurs même un peu paradoxal, hein, parce que 2017 était une formation vraiment personnalisée, hein, pour Excel. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait travaillé sur leurs données. J'avais construit la formation en choisissant avec Sébastien quelle visualisation t'intéresse, quelles données t'intéressent. Donc on était vraiment 100% données Excel. Alors qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, ce sont des données, j'allais dire bateau, mais ce sont des données en fait de formation, donc qui peuvent correspondre à un ensemble global de société qui n'est pas vraiment orienté Excel. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la possibilité de dire aux participants, vous avez un catalogue de modules, choisissez les modules qui vous intéressent et inscrivez-vous dans ces modules. Ça a été redoutable d'efficacité parce que les gens se sont dit, je peux me débloquer une demi-journée, 2 demi-journées, je veux apprendre ça et je le fais, quoi. On est plutôt sur une question de format, quoi. Et sur le fait de travailler sur les données. En 2017, l'objectif, c'était de faire adhérer les gens à l'outil. Donc, il fallait en fait que quand ils rentrent dans l'outil, ils voient leurs données et que ça leur parle. Il y avait vraiment besoin de travailler sur les données. Et c'est pour ça que c'était très contraignant, parce qu'on a dû travailler des scripts, etc. C'était assez compliqué. Et comme on a adressé... et après, on s'est rendu compte que pour chaque métier, il aurait fallu qu'on adapte le script, et c'est là où c'était compliqué. Mais maintenant, en 2021, on n'a pas besoin de vendre l'outil. En fait. Les gens, ils savent, en fait. Enfin, ils cliquent, ils savent que c'est l'outil de BI, que ça marche bien, ils sont contents. Et du coup, qu'ils travaillent sur autre chose que leurs données, ça leur permet de prendre du recul aussi. La formation, c'est un moment même pour des gens qui font du clic à longueur de journée chez nous, pour faire un pas en arrière et regarder ce qu'ils font et regarder comment ils pourraient le faire autrement. Et du coup, en croisant des gens qui ne sont pas dans leur direction, voire pas dans leur entreprise, effectivement, et en travaillant sur des données qui ne sont pas les leurs et des problématiques qui ne sont pas les leurs, ça leur permet aussi de s'ouvrir un petit peu les chakras et d'ouvrir un petit peu le domaine des possibles et de questionner un peu leur certitude. Clairement, ils prennent de la hauteur grâce à ça. Ouais. Alors, je vais chambouler un petit peu notre ordre du jour, parce qu'on évoque là un sujet qu'on prévoyait de traiter tout à l'heure, mais du rôle de la formation au final dans la communauté des utilisateurs. Le fait de les réunir, de les faire échanger entre eux et de croiser ces différents chemins et parcours qui sont des métiers où au final on peut avoir tendance, je dis bien on peut, hein, c'est pas obligatoire, à se cloisonner et à rester en fait dans notre petit cocon. Ce que vous dites là, au final, c'est que la formation est une opportunité de s'ouvrir à autre chose, de se laisser inspirer par d'autres et au final de créer une communauté. Oui, alors la création et l'animation d'une communauté autour d'un outil BI, c'est un vrai gros challenge. C'est quelque chose qui est assez compliqué pour la BI. Enfin, c'est vraiment un des points compliqués. Tout ce qui peut y aider, je suis preneur. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu cette arrière-pensée aussi quand on a lancé le cycle de formation, de se dire, on va avoir dans les formations, on va avoir des gens qui vont venir d'horizons différents, un pricer, quelqu'un qui va venir du commerce, du contrôle de gestion. Et mine de rien, d'abord, ils vont voir en fait qu'il y a d'autres personnes dans l'entreprise qui utilisent Click, qui vont poser des questions un petit peu différentes. Et voilà, ça va un petit peu décloisonner. C'est un des rôles. C'est pas le seul rôle de la formation, loin de là. Mais c'est vrai que c'est un rôle qui est important dans le fait que les gens se rencontrent. Clairement, hein, en retour d'expérience de mon côté, je me suis très vite rendu compte que la meilleure communauté, elle est d'abord interne. Souvent, les gens, on connaît tous le réflexe de se dire j'ai une question, je vais sur Google ou je vais sur la communauté de l'éditeur, hein, ce qui est aussi efficace, hein, bien sûr. Mais on s'est vraiment rendu compte que, et moi j'insiste sur ce point-là dans mes formations, avant de vous tourner vers le web, pensez à vous tourner vers vos collègues. Pensez à créer un canal. Alors moi j'ai souvent tendance à donner l'exemple, si vous avez Teams, créez-vous un canal Teams dédié à l'outil avec 3 petits canaux dedans, les réussites, du Q&A pour pouvoir échanger et tout simplement après un effet un peu discussion à côté. Et ça permet tout simplement de dire mais vous allez être étonné
de voir le partage en fait qui peut se mettre en place au sein de votre propre délégation ou d'autres délégations de votre société, et de voir en fait qu'en plus vous parlez du coup le même langage en termes de données, Mm. vous allez pouvoir vous tirer en fait vers le haut, et vous allez pouvoir comme ça même reproduire des choses parce que certaines personnes ont trouvé un succès dans une visualisation un peu particulière ou dans la représentation d'une data, et il a l'opportunité de la partager. Donc il y a vraiment il y a vraiment deux moyens vraiment de pouvoir s'élever les uns avec les autres, et c'est vraiment très efficace. Pardon, vas-y Sébastien. Ouais, il y a aussi, alors je dis un petit peu, on a parlé de deux cursus de formation, cursus un designer, un cursus développeur. On va tester là en mai un troisième format, alors là qui est en présentiel et qui est des travaux pratiques où les gens vont venir avec leurs applications et donc il y aura 6 personnes autour de la table, chacun va venir avec ses applications. Et Christophe sera là pour à la fois donner un peu de formation théorique et pratique. Et là, moi, je compte aussi beaucoup là-dessus pour que les gens, justement, regardent un petit peu sur l'épaule du voisin. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est bien. Voilà. Et créer une certaine. Il y a plusieurs avantages. Il y a créer une homogénéité visuelle dans des applications qui sont créées dans toutes les directions pour garantir que quelqu'un qui doit naviguer sur l'ensemble des choses se retrouve à peu près avec les bons réflexes. Voilà, que des bonnes pratiques soient partagées, des choses qui sont économes en termes de charge machine, par exemple, pour éviter de tomber les serveurs. Ou aussi, tout bêtement, que les gens se rendent compte, ah ben oui, cette donnée existe en fait, et utiliser directement. Non, tout à fait. Et intéressant aussi de repositionner le type de profil qui est concerné par cette communauté. Chez vous, on a parlé tout à l'heure de l'ambassadeur. Déjà, focalisons un petit peu de temps sur ce rôle. Ma compréhension, c'est que au final, c'est un rôle, n'importe qui peut le devenir, mais du coup, il y a un profil type ou recherché ou des qualités, des compétences. Quelles sont-elles, selon toi, Sébastien, pour devenir un ambassadeur? De quoi a-t-on besoin? D'abord, qu'est-ce que c'est l'ambassadeur chez nous? L'ambassadeur, on a un ambassadeur par sous-direction, qui est la personne qui va faire le lien entre les équipes BI et les utilisateurs de Click. L'idée, c'est que pour éviter que ce soit que tout utilisateur qui a un besoin vienne vers nous, on sélectionne une tête par sous-direction, disant voilà, il y a un pour la logistique, un pour la gestion des stocks, un pour le contrôle de gestion, un pour la compta finance, compta four, etc. etc. Et donc, ça permet de canaliser les demandes. Voilà. Après, idéalement, le rôle de l'ambassadeur, c'est celui qui va construire les applications pour sa direction. Donc, il ne va pas sourcer les données. Nous, on a une structure où, en fait, toutes les applications utilisent le même catalogue de données de façon paramétrable. Et donc, normalement, il n'a pas besoin de faire de script. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, il va pouvoir faire des feuilles, des data visualisations qu'il va diffuser à ses métiers. Donc, vous allez avoir l'ambassadeur acheteur, il va créer l'application pour les applications pour les acheteurs, etc. Donc, il doit avoir effectivement une compétence de design d'application et de feuilles. Ça, c'est l'idéal. Après, sur certaines directions qui sont petites, il n'y a pas forcément une charge de travail pour que la personne monte vraiment beaucoup en compétences. Et donc, dans ce cas-là, on va un petit peu faire le truc. Mais idéalement, voilà, c'est quelqu'un qui a cette capacité à construire from scratch une application, mais le from scratch étant, OK, il ne s'occupe pas de la partie sourcing de données. Il arrive, son appli, il y a 0 feuille, mais il y a déjà des données dedans. Bien sûr. Et du coup, comment toi, tu te positionnes en tant que représentant du domaine Business Intelligence par rapport à ce profil? C'est quoi ton rôle vis-à-vis de l'ambassadeur? Alors, mon rôle par rapport à l'ambassadeur, il est multiple. Il y a un rôle opérationnel qui consiste effectivement à lui donner, à donner des informations sur peut-être qu'il y a des formations, par exemple, etc., ou les nouvelles organisations. Mais ça va être, je vais prendre ces demandes, notamment de nouvelles données, et les intégrer, et ensuite lui retransmettre en disant, voilà, cette donnée est disponible dans ton application, valide-la, et après valorise-la.
Donc, c'est de répondre à leurs besoins en termes de données, quelles sont les données dont ils ont besoin, et dans l'autre sens, de leur fournir un maximum d'outils pour qu'ils puissent, de façon la plus simple possible, la plus efficace possible, créer les applications dont leurs métiers ont besoin. Donc, ça va être des nouvelles fonctionnalités, leur parler des nouvelles fonctionnalités de clic ou des nouvelles fonctionnalités de notre framework, qui est donc notre environnement de développement, lui dire maintenant tu peux faire ça, il y a des boutons qui permettent de faire ça, etc. Voilà, donc à la fois prendre leurs besoins pour y répondre, donc on va dire du pull, et puis du push en leur disant on peut faire ça avec clic, tu pourrais faire ça, cette fonctionnalité peut t'intéresser, etc. Voilà. Ou regarde ce qu'a fait un tel, et ça peut t'intéresser. Donc c'est un rôle de fournisseur et de catalyseur au final, oui. en même temps. Oui, le terme catalyseur est je pense, assez pertinent, assez imagé. C'est ça. On essaye de s'assurer, mais la catalyse, en fait, elle ne marche que si quand même les ambassadeurs entre eux, ils discutent. Bien sûr. Donc c'est aussi essayer de créer cet espace de discussion, ce réflexe de discussion. Et ce réflexe aussi d'utiliser les outils internes, parce qu'on met énormément d'outils internes à disposition. Voilà, on a un outil de catalogue de données, on a un outil qui permet de voir toutes les évolutions qu'on fait. Voilà, la gestion des droits, la gestion à droite à gauche, bref, plein de choses. Donc leur dire, va dessus. Voilà, l'information elle existe. À toi de regarder, à toi d'être autonome. On doit les rendre les plus autonomes possible. Mais de façon productive, c'est-à-dire c'est pas débrouillez-vous, non, c'est vous avez un besoin, on y répond par un outil qui fait que la prochaine fois que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de passer par nous, voilà, et on gagne tous en productivité. Bien sûr. Et justement, il y avait presque un effet un peu garde-fou aussi de ce que moi j'en ai ressenti, parce que ça permettait aussi de canaliser en fait les utilisateurs en dessous des ambassadeurs qui se tournaient directement plutôt vers l'ambassadeur, comme le disait Sébastien, plutôt que tout le monde aille directement sur l'équipe BI et que tu te retrouves surchargé de demandes et pas toujours pertinentes. Bien sûr. Oui, voilà. Donc il y a un vrai filtre. Et puis parce que voilà, quand un utilisateur final demande une nouvelle data visualisation, on va dire dans 70% des cas, la donnée existe déjà dans l'appli, donc en fait l'ambassadeur va pouvoir traiter le problème tout seul. Et puis dans certains cas, la donnée manque, et donc là il va revenir vers nous. Donc on lui dit en fait elle existe, il faut juste qu'on l'active dans ton application. Donc hop, on l'active dans son application et c'est bon. Ou non, cette donnée n'existe pas, et donc on va vraiment l'intégrer. Donc on a un développement de notre côté. Mais il fait effectivement support de niveau 1, et ça nous évite effectivement de récupérer toute la misère du monde. Combien d'ambassadeurs il y a dans l'équipe? Une vingtaine. Ok, une vingtaine, donc voilà. Ces 20 personnes sont le canal pour soutenir tout ce déploiement de 2500 utilisateurs, du coup. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est très, très varié. C'est-à-dire que l'ambassadeur transport, il a 3 personnes, en fait, derrière, utilisateurs. L'ambassadeur commerce, il a 2000 utilisateurs. C'est pas les mêmes, c'est évidemment, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Donc l'ambassadeur commerce, c'est sûr qu'il fait beaucoup de clics, il a un niveau et un niveau de sollicitation qui est beaucoup plus important. C'est un sacré challenge. Restant dans cette thématique de challenge, d'obstacles auxquels vous faites face chez Rexel, question un peu plus ouverte. Selon toi, et question ouverte pour les deux, comment la formation va-t-elle contribuer à l'engagement de tous ces utilisateurs? On a là l'exemple d'un ambassadeur pour 2000 utilisateurs. Ok, c'est un sacré travail. Est-ce que la formation a un rôle à jouer là-dedans? Évidemment, je sais pas. Vas-y, Sébastien. Oui, elle a un rôle. Alors, elle a un rôle, je dirais, elle a d'abord un rôle un petit peu de marqueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est formé, ça se voit, voilà, c'est des formations qui se voient après dans le parcours professionnel de la personne, etc. Il y a un engagement. C'est-à-dire que voilà, on a mis un petit peu d'argent pour que vous soyez formés. Voilà, ça veut dire que demain, on est un petit peu légitime à ce que vous ne posiez pas des questions bêtes. D'accord ? Et voilà. Après, donc ça, c'est un petit peu le côté, voilà, vous êtes formé maintenant, vous êtes autonome. Mais qui est vrai aussi, parce qu'ils apprennent quand même des choses. Et du coup, c'est pas juste on est débarrassé parce que voilà, vous avez signé le papier. Donc, il y a un vrai rôle de responsabilisation des gens, d'autonomisation, à la fois dans leur
compétences, parce qu'il y a une montée en compétences, et il y a aussi une prise de conscience. Mm. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est Et vrai, on le c'est sent, vrai hein, on le sent, c'est-à-dire que vraiment, on sent, même si on avait des gens qui étaient déjà d'un bon niveau avant la formation, on a senti quand même une montée en compétence sur nos interlocuteurs. Voilà, c'est bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu très, très clairement avec les utilisateurs Excel. Il y en a beaucoup qui sont un peu autodidactes, donc ils ont appris sur le tas, ils ont appris de leur côté, ils ont appris en travaillant justement avec les données. Et on se rend compte que même une petite notion basique qu'ils n'avaient simplement pas connue, pas vue, parce que ça, évidemment, il y en a plein, quand on commence à transmettre ça, ça débloque chez eux, et on le voit, ça débloque des petites connexions qui se font où ils se disent, mais en fait, je vais pouvoir gagner un temps fou sur ce que je faisais déjà au quotidien. J'ai pas forcément appris un truc révolutionnaire, mais je viens de connecter 3 éléments qui avant me prenaient 1 heure. Maintenant, je viens de comprendre que je peux le faire en 10 minutes. Mm. Et ça, on le transpose sur une population qui est assez large, que ce soit sur l'accès de leurs données jusqu'à la préparation de données et à la visualisation. Moi, je me rends compte en fin de formation que bien souvent, j'ai eu des gens qui m'ont dit, bon, j'ai pas réellement techniquement appris énormément de choses. Par contre, j'ai compris comment fonctionne l'outil, j'ai compris en fait comment transite la donnée de A jusqu'à la visualisation finale et la prise de décision. Et en fait, j'ai révolutionné sa manière de travailler, alors qu'il s'en rendait même pas compte que ce serait comme ça avant d'arriver, quoi. C'est ces petits moments eureka, j'ai compris enfin, ou même une petite chose qui débloque. Au final, ça se joue énormément sur la motivation. On ne parle pas là de satisfaction, mais purement motivation par rapport à bien la sûr. solution. Mais C'est après, un point qui est important dans ce que disait excuse-moi, Christophe. vas-y. Christophe, c'est-à-dire que oui, ce sont des autodidactes pour la plupart. Mm. Parce qu'effectivement, la formation initiale a été, voilà, n'a pas vraiment apporté. Donc, c'est des autodidactes donc, qui ont fonctionné par mimétisme avec, voilà, j'ai vu une appli à droite, à gauche, Google est mon ami, etc. Dans ce contexte-là, on a énormément d'hétérogénéité. Ça, c'est un sujet, c'est une des difficultés aussi des formations, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a énormément d'hétérogénéité. Et du coup, après, quand on essaie d'animer une communauté, c'est très compliqué, en fait, de faire une communication en disant, ah tiens, en fait, il y a ça, parce que oui, il y a des gens qui vont le savoir, d'autres qui vont pas le savoir. Et si on commence à mettre des choses basiques dans des communications, on va noyer les gens, ils vont plus regarder, en fait. Et donc, on fait pas ça. Donc, on communique pas sur des choses basiques qui reviennent sur des formations. Voilà, effectivement, il y a des choses, ok, ça je connais, mais ça je connais pas. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de basique. Et ça permet effectivement de niveler par le haut les compétences. Et ça, c'est important. Et on le voit, voilà, on voit après, parce que même nous aujourd'hui, des fois, je soulève le capot de certaines applications, de certaines feuilles, je me dis, il n'y a pas toutes les bonnes pratiques là. Ça aurait été bien qu'elle ait été formée. C'est là où j'allais rebondir justement, c'est pouvoir transmettre en fait ces bonnes pratiques et dire aux gens ce que tu as fait fonctionne, c'est pas le problème, je ne remets pas du tout en cause ce que tu as fait, mais je vais te donner une nouvelle approche pour arriver au même résultat, pour que tu te rendes compte qu'il y a peut-être un effet justement plus communautaire dans un premier sens, une meilleure compréhension globale pour tout le monde, et dans un second sens, après, mis en relation avec tout ce qui a pu être construit par toi et par les autres dans les mêmes applications, il va y avoir aussi des notions de performance et de convivialité en fait dans l'application. Et c'est aussi mon rôle justement, qui n'est pas que technique, hein, c'est de leur apprendre justement comment communiquer les uns avec les autres dans une application, dans justement les données qu'ils vont faire transpirer et par la prise de décision qu'ils cherchent à obtenir au final justement de leur travail. Et c'est là justement tout mon rôle qui en plus de la technicité va leur montrer comment est-ce que avec ces bonnes pratiques, avec ces bonnes représentations de design, le bon choix du graphique, la bonne interprétation de la donnée, enfin toute cette documentation que je peux leur offrir en supplément, qui va voilà, en plus leur donner un côté un peu plus intéressé et intéressant dans l'information. Vous créez au final un contexte où les utilisateurs commencent à comprendre, commencent à s'engager, à être motivés, gagner en compétences. C'est super. Mais je reviens sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, Sébastien, où vous n'avez pas opté pour faire la formation développeur, uniquement designer, donc visualisation. Du coup, un utilisateur qui est plus engagé, il va peut-être vouloir explorer autre chose, peut-être du coup commencer à aller de ce côté data. Ça se passe comment concrètement? Alors, oui, effectivement, au départ, effectivement, j'avais pas souhaité ouvrir la formation, puis finalement, on l'a ouvert. On a formé quand même, je pense, une quinzaine, vingtaine de personnes. Oui, c'est ce que j'allais dire, Donc, 15-20 personnes. voilà. Il faudrait que je regarde mon appli clip où j'ai les gens qui ont été formés, mais voilà, je l'ai pas sous les yeux.
Et effectivement, ça crée un challenge parce que, en fait, on leur montre notre arrière-cuisine, on leur montre ce qu'on fait, qui peuvent qui peuvent questionner. Donc, on se met un petit peu en risque. Et je pense que c'est intéressant parce que, voilà, ça nous oblige, nous, au niveau de l'équipe BI, à, à justifier nos choix d'architecture, d'organisation. Et puis, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, moi, aujourd'hui, la BI chez nous, c'est un peu un festin chinois, c'est-à-dire que dès qu'il y a une donnée qui est disponible, on la met au milieu de la table et tout le monde peut se servir pour l'utiliser. Donc, ça, on a un vrai effet de leverage sur le fait que toute donnée intégrée dans notre modèle peut être disponible à toute personne à partir du moment où, où la sensibilité de la donnée permet qu'elle soit distribuée. D'accord? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les seuls qui amènent les plats, c'est l'équipe BI. Oui. Et en fait, on est en train de regarder à peut-être transitionner en se disant, pour certaines données, ce serait intéressant que les métiers commencent à être fournisseurs de données, des données dont ils sont propriétaires. Et là, ça veut dire effectivement que cette formation de développeurs, elle leur permet de mettre un pas dedans sans qu'ils s'engagent. Mais voilà, si on a des gens qui vont dire ah ouais, c'est cool, c'est top, et du coup, bah ouais, quand je vous demande une évolution, un truc simple, et que bah, peut-être vous n'avez pas forcément le temps tout de suite, bah, en fait, si j'étais maître de cette partie de préparation de données, on pourrait aller plus vite. Et on va commencer, on est en train de commencer à travailler sur cette approche-là, ouais, de dire bah, amenez vos données. Amenez vos Oui. données au festin. Et alors, l'idée, c'est pas que nous, on en fasse moins, quoique ça m'arrangerait aussi. Mais, c'est plus qu'à partir du moment où on a plus de contributeurs, bah, en fait, le festin, il va grandir encore plus vite. En fait. Bien sûr. Bien sûr. Bah, j'allais dire, c'est un pari fort, tout de même, de oui, mais après, si tu veux, il y a quand même un truc qui est à peu près sûr avec la BI, c'est que le goulot d'étranglement, c'est toujours l'intégration des données. Quel que soit ce que tu fais, la data avalanche, c'est une réalité. D'accord? Donc, la question, c'est pas, voilà, je sais pas, quand on a dit il n'y a que nous qui allons intégrer les données, l'idée, c'est pas de dire ouais, on se protège notre précaré et puis on s'évite la NPE. Non, c'était pas ça l'idée du tout. C'était plutôt de dire ce qu'on voulait, c'est que tout le monde regarde dans la même direction. C'est-à-dire que si tous les métiers intègrent à leur sauce la même donnée, à la fin, c'est le bazar et plus rien n'est comparable. Donc, ce qu'on voulait, c'était que pour une même donnée, tout le monde la regarde de la même manière. Donc, ça a nécessité qu'on centralise l'intégration de la donnée. On a réussi ça. Mais maintenant, effectivement, l'idée, c'est de dire, OK, on centralise l'intégration de la donnée. Par contre, on autorise à ce que certains contribuent à cette donnée centralisée et pas seulement l'IT. Et là, on élargit notre base pour aller chercher de la donnée. Et la data avalanche fait que de toute façon, la question, c'est pas à un moment, il n'y aura pas plus de données à aller chercher. Bien sûr. Non, mais et dans tous les cas, ça augmente aussi l'adoption en fait de l'outil, parce que le fait d'avoir dit bah, maintenant que vous avez compris un peu comment fonctionne la voiture, justement, comment elle avance, comment est-ce qu'on vous l'a mise à disposition, maintenant qu'on leur dit bah, tu peux maintenant ouvrir le capot et potentiellement aller mettre la main dedans, faire évoluer un peu tout ce que tu as sous la main, au moins ils savent déjà à peu près où est-ce qu'ils vont aller. Et comme disait Sébastien, ça évite aux utilisateurs de partir dans tous les sens, ce que j'ai déjà vu chez d'autres clients, où quand on commence par les formations développeurs et qu'on forme un peu trop de personnes là-dedans, plus on a tous le côté développement, c'est très connu un peu dans tous les outils, c'est qu'on a tous un peu notre moyen de coder, on a nos propres habitudes, on a nos propres bonnes pratiques, et là très rapidement ça peut partir dans tous les sens. Donc là ça reprend l'effet garde-fou que je disais tout à l'heure pour l'ambassadeur, qui là va fonctionner à la marge de tous les utilisateurs. Il faut créer un intérêt avant de former les mécaniciens de la data. Exactement. Bon, oui, très bien. Venons-en maintenant au retour et le constat, donc après maintenant une première année de ce dispositif déployé chez Rexel. Sébastien, je vais commencer avec toi. Quels sont les retours généraux que tu as, toi, de la part des utilisateurs et des stagiaires formés par Actinway? Alors, globalement, les retours sont extrêmement positifs. Les retours utilisateurs sont extrêmement positifs. Moi, mon retour, ma perception en tout cas, également est positive. C'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une montée en compétences. Le fait que effectivement ce soit modulaire et que du coup on puisse faire notamment un cursus en 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait 4 modules un mois et puis 4 modules suivants le mois d'après. Ça a été des choses qui ont été appréciées par des équipes qui même avaient des difficultés à pouvoir se mobiliser sur 4 demi-journées
de rang. Donc, en termes d'organisation, c'est super. En termes de feedback, c'était super. En termes je pense, de progression des équipes, c'était super. S'il y a un seul bémol, mais je pense qu'on en a déjà parlé, c'est qu'il peut y avoir une très grande hétérogénéité entre les personnes formées et qui, parfois, du coup, sur certains groupes, a pu créer une certaine frustration sur certains qui croyaient que ça avançait pas trop vite, ou au contraire d'autres qui étaient peut-être un petit peu, qui avaient l'impression d'être un peu largués. Mais bon, c'était un peu inévitable. On ne peut pas faire de groupe, quoi. On n'était quand même pas vraiment 80 personnes. C'est quand même difficile de dire là, on va vous faire une designer plus. Non. Mais voilà, globalement, c'est extrêmement positif. Voilà, on reconduit très largement le dispositif, on l'étoffe. Voilà, même si les volumes vont évidemment baisser, comme je disais tout à l'heure. Très bien. Christophe, merci Sébastien. Christophe, tu peux peut-être nous apporter un peu de concret aussi sur ce qui est mesuré côté Actinway. Bien sûr, nous on demande évidemment des retours à chaque participant de nos formations via ce qu'on appelle un NPS. Alors plus exactement, c'est un questionnaire qu'on leur donne et dedans il y a 2 NPS, un NPS formateur et un NPS formation. Alors qu'est-ce qu'un NPS? Ça s'appelle le Net Promoter Score. Le principe, c'est tout simplement de demander à l'utilisateur comment il se sent par rapport à cette formation. La question classique, c'est recommanderiez-vous cette formation et recommanderiez-vous ce formateur? Il va apporter une note entre 0 et 10 qui va nous donner justement son ressenti de cette formation. Donc nous, ce qu'on va tirer, plus que la note et la moyenne, très classique, c'est vraiment sa situation. Donc entre 0 et 6, on va dire qu'il est détracteur, il n'a pas aimé la formation. S'il donne une note de 7 et 8, on considère qu'il est neutre. Et si on donne une note de 9 ou de 10, on va considérer qu'il va être justement supporter, donc il aura aimé cette formation. Et à la suite donc des premiers résultats, on a sur un peu plus d'un an et demi, non, 1 an et quelques mois, pardon, de formation. On a un NPS formateur qui est excellent, qui est à 100, donc note maximale. C'est-à-dire que tous les utilisateurs ont donné une note de 9 ou de 10. En revanche, un peu plus contrasté sur la note de la formation, qui aujourd'hui est à un peu moins de 80. Faut savoir qu'un NPS, ça va quand même de moins 100 jusqu'à 100. Qu'un bon NPS est jugé à partir de 40, 50, c'est déjà très très bien. Nous, on arrive à s'y situer carrément à 80 dans la formation, un peu moins, et 100 pour le formateur. Donc de notre côté, c'est une vraie reconnaissance. On est extrêmement satisfait et fier de pouvoir montrer ce résultat. Et donc juste pour clarifier, je pense que c'est en rapport aussi avec ce retour, ce feedback d'hétérogénéité des groupes dans la formation et la non-adaptabilité. Enfin, voilà, le fait que le contenu... c'est pas la non-adaptabilité, mais c'est le fait, effectivement, de temps en temps, je l'ai vu, des gens qui étaient un peu frustrés parce qu'ils avaient quasiment la compétence d'aller beaucoup plus vite, freinés par d'autres profils qui, eux, avaient vraiment besoin d'apprendre les bases et de refaire 2, 3, 4 fois une nouvelle technique, une nouvelle méthode pour justement bien l'assimiler. Malheureusement, alors moi, quand je donne ces formations-là, je ne laisse jamais personne de côté et donc je vais évidemment tendre la main aux gens qui sont un peu plus en retard pour les faire progresser. Et j'ai vu effectivement un peu de temps en temps de frustration. Et le retour a toujours été, parce que je me suis rendu disponible évidemment pour ces gens-là, même après les formations. Et c'est pour ça que la note formateur a toujours été très très bonne, parce que j'ai toujours répondu à toutes les attentes, à tous les besoins. La note formation a pu avoir quelques bémols, parce que certains auraient aimé aller plus loin, tout simplement. Bien sûr. Cette série de notations, enfin le sondage, les 2 questions que vous envoyez, toute la satisfaction autour des formations, c'est quelque chose de spécifique monté avec Rexel? C'est quelque chose que Actinway déploie tout à fait global. C'est pour tous les utilisateurs de toutes nos formations. À partir du moment où ils ont pris au moins 2 modules, évidemment, pour qu'il y ait un sens à donner ces questionnaires. Mais dès qu'on a une population qui passe une formation, on leur donne ce questionnaire, ils répondent à ce questionnaire et on centralise toutes les notes. Par contre, moi, les notes que je vous ai transmises, évidemment, ce sont les notes qui n'étaient que en lien avec Rexel. D'accord. Même si globalement, elles sont excellentes quand même. J'allais justement poser la question par rapport au benchmark. Est-ce que Rexel se situe dans la moyenne, au-dessus, en dessous? Au niveau de la formation, on est dans la moyenne. La formation globale, donc depuis mes premiers jours de formation, tout formateur compris, jusqu'à aujourd'hui, en formation, va se situer toujours autour de 75. Donc on est dans la moyenne par rapport à Rexel. Et au formateur, pareil, même on ne peut pas faire mieux chez Rexel parce qu'il est à 100, la note aujourd'hui globale qu'on a, elle se situe autour de 94. Donc on reste quand même extrêmement élevé et extrêmement bon. Et donc cohérent dans le cadre du dispositif ici. Un petit complément sur le fait que peut-être qu'il y a aussi un petit peu, entre guillemets, baissé la note des formations, c'est qu'on avait fait le choix de laisser des modules
qui sont pas directement utilisables, y compris dans la formation designer d'ailleurs, par les utilisateurs alors si on rentre dans les choses techniques, sur les master items, et que peut-être effectivement ça a aussi joué. Bah oui, sur les master items, mais en fait chez nous c'est assez compliqué de les utiliser, donc voilà. Donc ça peut aussi avoir joué. Mais c'était un choix aussi qu'on avait de dire non, on ne fait pas une formation où on cache les fonctionnalités de clic standard, mais qui ne sont pas vraiment déployées chez nous. Non, au contraire, parce que ça a peut-être amené les utilisateurs à nous challenger là-dessus. Bien sûr. Et puis moi, ça m'a apporté un challenge aussi, parce que je trouvais justement comment les intéresser sur des éléments qu'ils savaient pertinemment qu'ils n'utiliseraient pas. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est un art. Voilà. Tout un art. Très bien. Ok, on arrive tout doucement vers la fin. Quelques questions plus ouvertes et de projection maintenant pour terminer. Je vais commencer de nouveau avec toi, Sébastien. Cette démarche de formation, ce nouveau dispositif et cette nouvelle façon au final de monter les gens en compétences, ou quel impact ça a eu plutôt sur ton métier aujourd'hui en tant que responsable de domaine BI? Je pense que ça nous a quand même permis assez significativement, quand on autonomise des utilisateurs, ça veut dire qu'ils ne nous posent plus des questions récurrentes. Donc, ça nous permet, nous, de nous reconcentrer sur d'autres choses. Donc, ça nous a permis effectivement de dégager, nous, du temps parce qu'on réduit la partie de support. C'est sur la partie, je dirais, positive. Et puis, sur la partie un peu plus, on va dire, compliquée, mais challenge, c'est qu'effectivement, ça peut les amener à nous poser des questions sur des sujets où, jusqu'à présent, on n'en avait pas. Quoi. Ah bah tiens, en fait, j'ai vu qu'on pouvait faire ça, mais en fait, j'ai vu pas trop le faire. Pourquoi donc? Ça y est, c'est ouvert. Ça donne des envies. Voilà. Quoi, mais c'est bien, c'est intéressant. Voilà. Là, ça veut dire que voilà, j'ai bien fait mon travail, du coup, je leur ai donné des bonnes envies. Voilà. J'ai enfin des gens qui font des cartes, par exemple. D'accord. Belle évolution. Voilà. Tu as évoqué de nouvelles typologies de formation, un étoffement, une étoffe. On va étoffer l'offre de formation à venir. Justement, quels sont les projets à venir? Alors moi, de mon côté déjà, par rapport à Excel, en discutant beaucoup d'ailleurs avec Sébastien, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes sur des formations qui seraient un peu plus liées à Click Cloud, donc la version Click sur le cloud de manière générale. Et on s'est dit qu'on allait, du coup, puisque en plus Excel est intéressé pour mettre en place directement ces formations à une population, créer de nouveaux modules, en fait, tout simplement, orientés spécifiquement sur le cloud et tout ce qui va justement être option supplémentaire qu'offre le cloud par rapport à la version on-premise ou la version desktop. Et donc d'aller créer justement de nouveaux parcours, de nouveaux modules de formation pour pouvoir étoffer tout simplement notre offre directement. Ok. Et dernière question. Quel conseil donneriez-vous, enfin plutôt toi Sébastien, pour toute société qui souhaite mettre en place un programme de formation qui visera des centaines d'utilisateurs dans un déploiement encore plus large? Quelles sont les bonnes pratiques ou les choses à éviter à tout prix? La chose à éviter absolument, c'est former pas les gens si sortis de la formation, ils n'ont pas l'outil sur leur bureau, ça ne servira à rien. C'est une perte de temps. Évidemment, sur des outils qui sont des outils de data visualisation, il faut bien se rendre compte que même si la formation est prise très tôt, il y aura des hétérogénéités de gens qui sont formés. Et ça sera un point compliqué. Privilégier effectivement la modularité. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à leur dire, ouais, allez voir ActinWays. Je pense qu'il y a, on répond effectivement à une offre de formation qui est très modulaire, qui est très large, qui correspond vraiment à là où on veut amener les gens. De notre côté, c'est le retour qu'on a aussi. On est vraiment très satisfait d'avoir mis en place ces programmes modulaires parce qu'on a l'impression réellement de se démarquer par rapport à nos concurrents, pour dire simplement, même par rapport aux éditeurs qui encore sont un peu trop dans la contrainte de proposer des parcours entiers de 3 jours, de 5 jours, en disant tu viens de la première minute à la dernière minute, ce qui est assez logique dans un parcours normal, alors que nous on leur dit mais non, il n'y a pas de souci, prends les modules qui t'intéressent, tu peux même créer ton propre parcours de formation, on peut se faire ça après en demi-journée pour ne pas trop surcharger non plus, et voilà, ça permet d'avoir vraiment une souplesse quasi infinie en fait, sur le choix de la formation et de comment on va la délivrer derrière. Très bien. Merci pour ces retours, messieurs. On est arrivé à la fin.
On conclut du coup là-dessus notre live ActinVision avec Rexel et en partenariat avec Actinway sur comment innover pour stimuler l'engagement utilisateur. Nous espérons que cette session vous a plu, a répondu à vos attentes. Et sachez que si vous avez des questions, du coup, vous étiez plutôt calme aujourd'hui sur ce front-là. Mais si vous en avez pour la formation en général, l'offre Actinway, les services data ou peu importe. N'hésitez pas à engager avec nous sur notre site internet actinway.com ou actinvision.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à l'équipe technique. Donc c'est Thomas Bambanger qui a dû pas mal s'amuser aujourd'hui. Il y avait de la pixelisation, il y avait le contre-jour pour Sébastien qui est un petit peu complexe, mais franchement, il a fait du très bon travail. Merci beaucoup à toi, Thomas. Merci à mes invités du jour, Sébastien de Rexel, Christophe d'Actinway. Merci à vous, messieurs. N'hésitez pas à engager avec eux sur LinkedIn et là où nous sommes. Pareil, au plaisir d'interagir et d'engager avec vous. Et enfin, merci à vous d'avoir choisi d'être avec nous en cette fin de matinée. Dans l'attente de vous retrouver lors d'un prochain live, je suis Martin Ly pour ActinVision. Prenez soin de vous. Bonne journée et bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.